Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver encore sur le plateau de ce grand journal, le journal de la semaine. On est toujours sur la Time for Africa, le journal de la semaine consacré à toutes les informations qui sont passées pendant la semaine, plus précisément ici au Sénégal. Aujourd'hui, je suis toujours accompagné de ma consoeur Aminata, toujours ravie. Bonjour Aminata. Bonjour Mamat et bonjour à tous et merci et bienvenue au grand journal consacré à toute l'actualité de la semaine. Merci beaucoup Aminata. Comme d'habitude, on va parler de la politique, mais également de la société, la santé, sans oublier le sport, mais également tout ce qui s'est passé comme fait divers dans ce grand journal. Tout de suite, le développement. D'abord, vous le savez, le système de parrainage exigé pour être donc candidat aux prochaines élections législatives fait couler beaucoup d'encre au Sénégal. Beaucoup de personnes rencontrées voient que ce sont des mesures prises pour compromettre la participation de certaines personnes. C'est un sujet de reportage de Souleymane Sorna. Plus de 34 000 signatures sur cette raison pour être candidat sur les prochaines élections législatives du 31 juillet prochain. Les populations avouent que c'est juste pour régulariser le nombre de candidats seulement. 34 000, s'ils demandent 34 000 signatures sur chaque région, c'est justement pour essayer de réguler le nombre de candidats. Quand on parle d'élection, on ne doit pas quand même empêcher à certaines personnes de pouvoir se présenter. Si on demande 34 000 signatures et 15 millions de cautions, c'est que les élections appartiennent. D'autres magnifient l'acte, vu que c'est le Sénégal, vu que les Sénégalais ont d'ores et déjà habitué le terme parrainage pour être candidat. Bon, concernant les élections, pour les parrainages, je crois que ce n'est pas la première fois. Depuis les élections présidentielles passées, ils ont instauré pour les parrainages. Les Sénégalais maintenant, ils sont habitués à ça. Donc peut-être que pour la caution, peut-être que c'est un peu élevé. De ce fait, le parti au pouvoir et l'opposition doivent se mettre en table pour discuter sur la question de la caution de 15 millions. Les élections législatives, c'est le peuple qui doit choisir ses représentants à l'Assemblée. Donc le peuple a le droit de choisir qui il veut. Il ne doit pas choisir par rapport à la poche, à la lourdeur de la poche d'une personne. Ça, ce ne serait pas démocratique, à mon avis. Les politiciens, ils peuvent encore davantage, le parti au pouvoir et les partis d'opposition, ils peuvent davantage vraiment discuter pour comment diminuer. Après sa déclaration, le ministre de l'Intérieur exige pour tous ceux qui veulent être candidats sur ces élections législatives du 31 juillet 2022 doit avoir plus de 34 000 signatures sur cette région et une caution de 15 millions. Ce que certains prouvent, c'est pour régulariser simplement les nombres de candidats notés à tout moment. Toujours dans le même sujet, comme vous le savez, pour être candidat pour les prochaines élections législatives, il faut déposer 15 millions de francs CFA à la caisse des dépôts et consignations, mais également avoir plus de 34 000 voix comme parrainage sur 7 des 14 régions du Sénégal. Toutes ces mesures constituent une barrière pour être candidat. Suivons donc les avis de quelques politiciens tels que Youssouf Niang. Il est joint au téléphone d'Ousmane Niang. Demander 15 millions de francs CFA, je trouve que c'est une aberration ici au Sénégal. Pour être candidat, il faut verser 15 millions, c'est pas possible. Le nombre également de parrains, il faut avoir entre 0,5 et 0,8% du fichier électoral. Et je trouve que ça c'est trop. Et l'État pouvait voir ça en baisse. Sinon, on risque d'avoir une assemblée où le peuple il sera introuvable. On va avoir une assemblée qui ne représente pas le peuple. Vous voyez? Donc le principe il est bon, mais la manière de le faire, on pouvait revoir la manière d'appliquer la loi. Quand vous instaurez cette loi, vous verrez qu'il y aurait pas de liste parallèle, ce qui permettrait à la coalition au pouvoir de renforcer son électorat et d'avoir plus de chances.
Le parrainage toujours, parlons-en avec l'opposition qui dit que c'est très difficile pour tenir ces mesures, mais également le pouvoir qui se dessert aussi sur les rangs. Nous allons suivre donc le reportage de Kassoum Li qui s'est entretenu avec les deux camps, l'opposition et le camp du pouvoir. Après l'avoir adopté en 2017, avant de l'étendre aux candidats des partis politiques et coalitions de partis, revoilà le parrainage exigé en vue des élections législatives 2022. Selon le responsable du Parti démocratique sénégalais, c'est un article discriminatoire du code électoral qui viole le droit de la libre participation aux élections. La loi sur le parrainage, c'est une disposition. Elle a fait l'objet de plusieurs récriminations de la part de l'opposition. Lors de son vote, le Sénégal était barricadé par les forces de l'ordre. Nous avions considéré justement que cette loi sur le parrainage était antidémocratique. Même la CEDEAO a interdit le parrainage pour plus d'équité lors des échéances électorales, renchérit-il. La Cour de la CEDEAO a donné raison à l'opposition en demandant à l'État du Sénégal justement alors de ne faire plus partie, que cette loi ne fasse plus partie du corpus judiciaire électoral de notre pays. Avis contraire du membre de la PAYER qui défend le système de parrainage pour une bonne régulation des candidats. Dans une élection, s'il n'y a pas le système de parrainage, on pouvait se retrouver avec 24, 32 listes ou voire même 50 listes. Mais avec le système de parrainage, avant même que tu sois député ou autre chose, il faudra avoir la représentation départementale, communale et nationale. Le rôle de la CEDEAO se limite à donner des recommandations et pas des ordres, poursuit-il. La CEDEAO est une institution, mais le Sénégal est un pays. Est un pays qui est indépendant, qui a ses lois, qui a son régime présidentiel et qui a ses députés et son parlement. Donc le Sénégal est indépendant et libre de faire voter des lois. Les principes fondamentaux du système de parrainage continuent de faire couler beaucoup d'encre. Pouvoir comme opposition y vont de leur point de vue contradictoire. Si le premier l'acclame, le second y voit comme un blocage des candidats. Pour rappel, le nombre requis pour chaque parti est fixé à 34 580 électeurs et des parrains sur au moins 7 régions du Sénégal. Du poste de Premier ministre qui fait écho au Sénégal, cette fois-ci, ce sont donc les organisations de la société civile qui se sont levées. Ils ont dit que le président de la République doit nommer un Premier ministre en cas de déplacement hors du pays. Il pourra donc le remplacer avec surtout ses nouvelles fonctions de président de l'Union africaine. À l'occasion de la Journée mondiale de la femme, la DER a fêté ses 4 ans d'existence. Ainsi, le délégué a révélé que 80 milliards de francs CFA ont été financés pour 200 000 bénéficiaires, suivant le compte rendu de Ousmane qui était sur place. La DER, cela fait 4 ans son existence. Aujourd'hui, le délégué général de l'entrepreneuriat nous parle des statistiques de cette structure qui vise à accompagner les jeunes dans leurs projets. Les 4 ans de la DER, un bilan de plus de 200 000 crédits octroyés pour plus de 80 milliards de francs CFA, avec 552 communes touchées, bien entendu sur les 46 départements, et des programmes encore plus intéressants, avec plus de 130 millions d'euros levés à travers les partenaires. Cette structure n'est pas seulement pour financer, mais aussi pour former les jeunes. Nous avons aussi fait le bilan de façon globale des activités que nous avons menées en termes de formation, de renforcement des capacités et aussi de coaching, de mentoring, parce que la DER, ce n'est pas que le financement, la DER, c'est aussi et avant tout la formation, le renforcement des capacités. Et ses perspectives, d'après lui, c'est d'avoir chaque année 500 milliards de francs CFA, mais aussi surtout continuer à financer et à inviter aux jeunes citoyens sénégalais de connaître le sens de l'entrepreneuriat, qui est un atout pour réduire le chômage et tout un chacun d'avoir son propre entreprise. Je terminerai bien entendu par notre produit phare qui est le nanocrédit, que nous avons lancé il y a un peu plus d'1 an, bientôt 1 an et demi, qui est aujourd'hui un programme de soutien à la femme, d'autonomisation économique et financière pour les femmes, 90%, avec des crédits allant de 10 000 francs à 500 000 francs CFA, instantanés, en 24 heures ou en quelques heures, sans se déplacer forcément, et avec un crédit digitalisé sous forme de porte-monnaie électronique qui permet aux femmes de travailler, de sécuriser leurs ressources
Les travaux du BRT, bus rapide transit lancés depuis octobre 2021, sont toujours en cours. Les conducteurs mettent beaucoup de temps pour accéder à la destination. Toutefois, certains magnifient les infrastructures. Suivant le reportage de Barthélémy Cody et Léa Diouf. Avec les encombrements des travaux du BRT et parfois les contournements de longue durée, certains automobilistes et motocyclistes ne se plaignent pas, mais évoquent le rétrécissement de la voie à Sacré-Cœur. On est en train de gérer les travaux du BRT malgré les difficultés pour circuler. Mais mon seul avis est que la voie est petite, à part celui du BRT. C'est ce qui m'inquiète un peu. Malgré les difficultés auxquelles ils font face, telles que les contournements, ces derniers se débrouillent. Bon, c'est un peu difficile avec les barrages là. Bon, si tu n'as pas l'habitude de passer dans ces voies-là, tu risques de faire beaucoup de contournements. Bon, c'est un peu difficile. Peut-être qu'à la finition, bon, on serait satisfait, quoi. Certains magnifient les travaux du BRT. Ces travaux nous seront bénéfiques quand ils seront finis. Il y aura de l'espace pour circuler librement. Pour l'instant, on va faire avec ces travaux. Les travaux du BRT ont peut-être créé beaucoup de difficultés d'embouteillage chez les automobilistes et motocyclistes. Mais n'empêche que ces derniers ont salué les travaux du BRT et pensent que cela leur serait bénéfique demain, une fois la fin des travaux. Parlons des dérapages de l'ex-délégué de la DER, Pape Amadou Sarr, qui avait donc dérapé lors de sa communication, lors donc de la célébration de la femme. Il a donc donné des propos outrageants envers l'islam, mais également les hommes religieux du Sénégal, ce qui a suscité beaucoup de réactions. Nous avons recueilli quelques réactions des Sénégalais qui ont souligné que Pape Amadou Sarr a manqué sa communication. Suivons-les dans ce reportage signé Barthélémy Cody. La religion au Sénégal est quelque chose de tabou. Vaut mieux faire une distinction quand on parle des affaires publiques et religieuses pour ne pas faire une mauvaise communication. Mais je pense qu'il a manqué un peu de tact. Parce que je dis encore, au Sénégal, les sujets religieux sont des sujets tabous. On ne peut pas s'y aventurer tellement. Parce qu'au Sénégal, il y a trop de connaisseurs. Il y a trop d'intellectuels. Et des sujets comme ça, dans un domaine pareil, on est dans le développement. Lui, il parle de financement des femmes et tout ça. C'est du développement. Il n'avait pas à y introduire des sujets religieux qui n'avaient pas sa place là-bas. Une faute est une faute, donc elle mérite d'être sanctionnée. Mais faire attention quand on parle de la religion, où se taire est plus important. Le gars, je trouve qu'il a commis une faute lourde. C'est une faute lourde, même si c'est une excuse, mais il a fait une faute lourde. Il mérite d'être sanctionné, quoi. Il mérite d'être sanctionné, mais moi je le conseille à l'avenir d'être très prudent avec la religion, quoi. C'est ça, quoi. La communication n'est pas facile, elle est parfois incomprise, ce qui peut conduire à une sanction sans explication. Alors sa communication a été tronquée, je pense, ou a été mal comprise, parce que je pense que lui aussi, il en sait quelque chose, mais il a été tellement mal compris, tellement mal interprété que, bon, voilà, ça a été difficile pour lui après de rectifier. Et en 24 heures, je pense qu'il y a eu quelque peu de la précipitation. En 24 heures, un limogeage comme ça, bon, c'est quelque chose de déplorable. Parler de la religion sans savoir ce qu'on dit peut parfois frustrer, car la religion est très sensible. Donc faire attention ou se taire est une solution qui peut éviter des problèmes. La deuxième phase de la TER a été lancée par le président de la République dans la semaine. Il va débloquer plus de 207 milliards de francs CFA. Une somme jugée trop exorbitante. Certains Sénégalais voient l'urgence autrement, avec donc le taux de chômage qui grimpe au Sénégal. Suivons le reportage de Ousmane Niang. 207 milliards de francs CFA pour 19 km est prévu pour la phase 2 du TER de Diamniadio à AIBD. Entendant ces milliards, il y a certains Sénégalais qui ne peuvent pas le comprendre, comme ce monsieur, à cause du chômage des jeunes et d'autres difficultés liées aux denrées alimentaires.
Vraiment, je suis désolé, mais je vois pas donc le rôle du président du côté de sa jeunesse. Aujourd'hui, nous vivons avec le chômage. Le taux de chômage est galopant. Aujourd'hui, si on voit le président mettre cette somme sur la construction de ces infrastructures ferroviaires, donc il ne faut pas donc soulager ou bien aider sa jeunesse qui est là sous la demande d'emploi. Alors que voilà, il y a beaucoup aussi de choses telles que la cherté de la vie et tout ça. Vraiment, je suis désolé de voir ces sommes d'argent là investi au niveau de la structure ferroviaire. Cette nouvelle phase 2 du TER, bonne ou mauvaise, cette trader ne veut pas donner aucun jugement. Il préfère donner une analyse objective. Bon, aujourd'hui, quand on parle du TER, je pense que derrière, il y a des experts qui ont fait des études et tout ça. Et l'étude de l'impact doit montrer clairement est-ce que réellement c'est une priorité ou pas. C'est-à-dire c'est comme ça qu'on peut juger d'un projet. Ce n'est pas juste avoir deux positions, oui ou non. C'est-à-dire il faut derrière connaître l'impact de ce projet-là. Est-ce qu'il y a un impact très positif? Et s'il y a un impact très positif, forcément il y aura d'impact sur la vie des Sénégalais. Maintenant, je ne sais pas, je n'ai pas accès à toutes les données pour pouvoir juger exactement d'un projet, est-ce que c'est une priorité ou pas. De l'autre côté, voilà une autre idée qui va dans le sens de dire que d'avoir de bonnes infrastructures est une priorité qui pourrait créer beaucoup d'emplois, surtout désengorger Dakar, relève ce monsieur. Cette politique publique, elle est pertinente, elle est bonne, parce qu'elle nous permet de régler des questions. Des questions, par exemple, aujourd'hui, quand vous prenez la capitale, Dakar, depuis les années 80, aujourd'hui, nous avons les embouteillages. Malgré nous avons des investissements structurants comme le TER, des investissements productifs comme le TER qui sont là, mais les embouteillages sont toujours là. Ça montre que la profondeur du mal. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la question du décongestionnement de Dakar, c'est hyper priorité. Tout ce qu'on peut faire pour décongestionner la capitale, moi je dis, j'applaudis. De toute façon, de bonnes infrastructures, oui. Mais beaucoup de citoyens sénégalais pensent que veiller au capital humain serait meilleur. Merci beaucoup Ousmane Niang. Il faut souligner aussi que ce nouveau tronçon Diamniadio-AIBD est long de 19 km. Aminata Kora, je vous laisse pour les autres informations. Et effectivement, les universitaires ont rendu un vibrant hommage à Feu Iba Der Thiam, une icône de l'histoire politique du Sénégal, le samedi dernier au musée des civilisations noires. Une occasion pour Mondao, inspecteur général de l'éducation et chef du département d'histoire, d'approuver que l'historien nous a légué un flambeau. Écoutons-le au micro d'Ousmane Niang. Les mélanges, c'est 30 chercheurs sénégalais, africains, européens, américains. Et chacun, dans sa discipline, fait une étude de pointe et on l'offre au professeur. C'est ça l'esprit des mélanges. Donc c'est 633 pages, plusieurs nationalités et 30 contributeurs. Oui, on va essayer de maintenir le flambeau, tenir le relais. Prendre un relais, c'est savoir maintenir la flamme et non souffler sur une brindille qui risque de s'éteindre. Il nous a remis le flambeau et le relais. Nous tâcherons. Merci Ousmane. Une journée de commémoration en mémoire des 14 jeunes morts tués lors des événements du mois de mars 2021 a été organisée par le mouvement M2D hier. Une occasion par ce mouvement pour lancer un message au chef de l'État de faire tout pour la lumière sur les martyrs. Compte rendu Barthélémy Colli. Après les événements de mars 2021, le mouvement MD2 revient à la charge. En conférence de presse ce vendredi, les membres du mouvement n'en peuvent plus. Ainsi, ils réclament le verdict de la médiation entamée il y a un an. Ils ont profité de l'occasion pour dénoncer la propagande et la politisation de l'affaire Ousmane Sonko. Le MD2 demande à l'État de rendre au leader du PASTEF son passeport.
dans la propagande. Inacceptable, parce que le Sénégal est un État souverain. Une paix sociale et un climat politique apaisé, les membres de la société civile ont lancé un message à l'État afin de mener une enquête inclusive pour éclairer les Sénégalais sur la mort des 14 jeunes tués en mars 2020. Toujours avec la guerre entre l'Ukraine et la Russie, après la publication sur Facebook de l'ambassade Ukraine appelant les volontaires sénégalais à s'engager dans la lutte contre la Russie, la jeunesse sénégalaise avait répondu favorablement à l'appel. Le ministère des Affaires étrangères avait convoqué de suite l'ambassade de l'Ukraine qui avait finalement retiré le communiqué. Qu'est-ce qui a motivé les jeunes Sénégalais à s'engager pour aller en guerre en Ukraine? C'est le reportage de Kassim Lissiva. Frappée par le sous-emploi, la jeunesse sénégalaise s'adonne à toutes sortes d'opportunités pour sortir de la précarité. Une situation causée par les corps de métier qui ne nourrissent plus, explique ce mécanicien. Moi qui vous parle, j'ai mon métier, je suis mécanicien, j'avais mon atelier au terrain foyer. On nous a délocalisés pour construire la grande mosquée Massalikul Jinan. Actuellement, mon métier ne me sert à rien. L'État nous avait installés au niveau de l'ancienne piste. Il vient de nous annoncer que nous devons aussi partir. Si nous sommes délocalisés partout, quand est-ce que nous allons travailler avec sérénité? C'est compliqué. L'État doit faire en sorte que chaque jeune qui est qualifié dans un secteur y trouve son compte, poursuit-il. L'État doit soutenir les jeunes. Vous voyez, les jeunes qui prennent les pirogues ont des métiers, mais ils préfèrent quitter le pays parce que c'est compliqué pour eux de gagner leur vie ici. Raison pour laquelle ils s'envolent par tous les moyens possibles. Leur souhait était de rester dans leur pays, travailler ici, mais ils ne trouvent pas d'issue. C'est parce que les jeunes n'espèrent plus un avenir dans leur pays qu'ils ont répondu favorablement à l'appel des Ukrainiens qui souhaitaient recruter des volontaires pour la guerre l'opposant contre la Russie, renchérit ce commerçant. Les jeunes s'étaient inscrits pas pour défendre l'Ukraine, mais c'est pour quitter le pays avec son lot de difficultés. Tout le monde le sait, la jeunesse sénégalaise est morte vivante. Celui qui se tue par la mer n'aura pas peur d'affronter la guerre tout juste pour mettre un terme à leurs difficultés. Moi-même qui vous parle, si je pouvais quitter le pays, je l'aurais fait. Avec un taux de chômage très élevé, la jeunesse sénégalaise peine à s'ingérer dans le milieu professionnel, ce qui explique cette volonté de vouloir quitter le pays par tous les moyens possibles. Le recrutement des volontaires ukrainiens en est une cause. La responsabilité de l'État est entière face à ce fléau qui ne cesse de s'accroître. Les Sénégalais jugent normal la neutralité du gouvernement sur la guerre entre l'Ukraine et la Russie, tout en puisant que du point de vue international, le Sénégal n'a aucune influence sur le plan militaire. Suivons leur réaction avec Ousmania. Le Sénégal, qui est l'un des pays les plus pauvres au monde, a intérêt à faire attention à la carte de la géopolitique, à jouer la neutralité comme ils l'ont fait en votant. Ils n'ont pas voté plutôt, ils ont préféré l'abstention lors de la résolution qui a été prise à la tribune de l'ONU. Donc c'est une bonne chose de fait. Ensuite, je pense que voilà, vu que les cartes des puissances ont été carrément distribuées, je pense que nous avons intérêt à faire attention à ce qui va suivre, notamment en continuant à jouer la carte de la neutralité, parce que ce n'est pas notre guerre, ce n'est pas à nous d'aller régler les conflits des autres. Bon, du ma gis ne Sénégal non la ko jëlee comme président bi, loolu c'est normal parce que Sénégal dëkk la boo xamante ne amul influence ci àdduna bi, dëkk bu ndaw la en plus. Mais ce côté diplomatie tamit ni mu ko doxalee tamit man ànd naa ci. Le Sénégal c'est un pays, peut-être dans l'armée sénégalaise, peut-être ils ont les moyens, mais du côté infrastructure ou bien du côté matériel. On a du matos, mais quand même, nous sommes un pays faible par rapport à la Russie ou par rapport à l'Ukraine. Donc c'est différent, c'est pas possible. Il faut avoir les moyens pour faire la guerre en fait. Donc parce que peut-être Poutine, on peut dire, il s'est déjà préparé avant cela. Donc le président Macky Sall, il ne faut pas se prononcer par rapport à cette situation. Peut-être c'est un problème un peu délicat en fait. C'est un problème un peu délicat aussi. Aussi les présidents africains aussi, ils doivent faire très attention par rapport à cette situation entre la Russie et l'Ukraine. C'est des Occidentaux, donc ils peuvent régler leurs problèmes et nous qu'on soit neutre quoi en fait. C'est ma position en fait.
C'est ma position. Et puis pour lutter contre le trafic des produits stupéfiants et illicites, le bureau des relations publiques de la police nationale a formé des policiers, gendarmes et douaniers. La cérémonie de clôture a eu lieu hier dans un hôtel sur place. Compte rendu Ousmania. Pour barrer la route aux trafiquants de la drogue et du cocaïne, le Bureau des relations publiques de la police nationale, à travers la cérémonie de clôture d'une formation, a pu former des policiers, des gendarmes et marins sénégalais pour lutter contre ce fléau. Alors, on a fait venir des experts pour former nos agents à avoir des capacités à faire des fouilles en navire. Alors là, on est à l'étape 3, c'est-à-dire on est presque au degré d'expert. L'objectif plus tard, c'est d'avoir une masse critique d'experts ici au Sénégal qui puissent disséminer cette formation-là au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Ouais. Dans cette cérémonie, beaucoup d'experts venant de régions diverses sont réunis pour discuter sur la question. Pourquoi le choix du Sénégal? Le colonel répond. Alors, le choix du Sénégal, ça s'explique aisément. Parce que le Sénégal, c'est un pays géographiquement qui se trouve sur la route de la cocaïne. Et deuxièmement aussi, le Sénégal, parce que le Sénégal c'est un pays stable. Et le Sénégal aussi c'est un pays où les forces de défense et de sécurité travaillent ensemble, la main dans la main, en toute quiétude. C'est la raison pour laquelle le Sénégal a été choisi. Et aussi, ça se justifie, grâce à ça on parvient à faire beaucoup de résultats en matière de saisie de stupéfiants. Et statistiquement, selon lui, durant ces dernières années, beaucoup de saisines ont été faites. Bon, il y a beaucoup de statistiques. Les dernières années, maintenant, c'est par tonnes qu'on saisit. Et on saisit aussi bien la cocaïne par voie maritime. Et une tendance qui est récente, c'est qu'on saisit du hashish par voie maritime aussi. Alors, vous avez pu lire à travers nos médias que ces dernières années, on a saisi beaucoup de trucs. Je n'ai pas les statistiques par devant moi, il faut se rapprocher de la direction générale des douanes. Mais rien que mon unité a fait beaucoup de tonnes de cocaïne entre 2019 et maintenant. Ouais. Le Sénégal n'est pas seul dans cette lutte, mais avec la coopération aéroportuaire de l'Union européenne. Ousmania, et je pense que c'est une bonne idée que la gendarmerie ou bien la police commence à se battre contre les produits stupéfiants, Mohamed. Oui, c'est très important parce que comme c'est le Sénégal, on doit lutter contre les trafics de ces stupéfiants-là, la drogue, la cocaïne, mais aussi c'est bien de former les douaniers, les gendarmes, mais également, comme on le dit, ce sont les soldats de l'économie. On doit les former pour qu'ils puissent donc gérer notre économie, notamment au niveau de la mer, mais également dans les frontières. Je pense que c'est très important. Mais aussi, il faut multiplier la formation dans tous les secteurs. On a besoin de ça. Il y a des jeunes qui sont diplômés aujourd'hui. Quand vous les formez et vous les intégrez donc dans la fonction publique, je pense que c'est une bonne idée, mais aussi c'est pour lutter contre le trafic de drogue. Effectivement, la plus grande saisine de drogue a été trouvée au niveau de la mer, donc c'est fort possible qu'on puisse organiser des formations au niveau des marins, donc je ne sais pas comment parler, les douaniers et tout, donc pour barrer la route aux trafiquants de drogue qu'on remarque ces temps-ci en Afrique, particulièrement au Sénégal. Et puis nous allons parler surtout des législatives qui sont prévues au mois de juillet. Vous serez candidat? Oui, je serai le candidat de la Time for Africa. Ah, moi je serai la candidate de Toubacouta. Ah oui. Candidat de Toubacouta. Ou de Sokone. Ah, une occasion pour saluer notre confrère ou bien notre ami Maïkor Diouf. C'était un très jeune candidat à Toubacouta. Il a perdu les élections. Mais voilà, fort possible qu'il va encore déposer sa candidature pour les législatives. Amis, concernant les législatives, il y a des mesures qui ont été prises, telles que 15 millions de francs CFA à déposer au niveau de la caisse de dépôt et consignation, mais également le parrainage qui va donc certainement bloquer certaines candidatures. Il faut avoir plus de 34 000 voix sur les 7 régions du Sénégal, 7 régions sur les 14 du Sénégal. Vous l'avez entendu, donc c'est un facteur bloquant pour certains.
Effectivement, il y a un blocage, donc les candidats qui n'ont pas assez de moyens donc surtout ceux qui habitent dans des régions les plus éloignées, donc c'est un problème parce que les 15 millions, c'est pas 1 million, plus les 34 000 voix, donc dans les 7 régions sur les 14, c'est un peu compliqué. C'est très compliqué, mais aussi ce sont des mesures qui ont été prises par le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome. Mais aussi on voit qu'il y a aussi le pouvoir, donc il dit que c'est difficile, mais les plus touchés ce sont donc les opposants qui n'ont pas les moyens financiers à mes corps. Donc on va marquer une petite pause avant de revenir. Voilà, de retour donc sur le plateau. Amis, on va cette fois-ci parler de vous, les femmes qui ont fêté donc la journée du 8 mars. Ça a été vraiment vibrant au Sénégal. Mais la chose qu'on a soulignée, c'est que vous avez demandé l'augmentation de la durée légale du congé de maternité. Voilà, donc c'est le sujet du reportage de Barthélémy Colli. En cette journée dédiée aux femmes, la durée du congé de maternité est une question à l'heure actuelle. Les femmes réclament une durée beaucoup plus longue, leur permettant de se rétablir physiquement et psychologiquement. Moi, je pense qu'on pourrait, par rapport aux situations des femmes qui diffèrent selon l'organisme et même selon le mode de vie des femmes, essayer d'augmenter la durée des congés de maternité. Parce que, comme je l'ai dit auparavant, certaines femmes reprennent rapidement. Leur convalescence est assez rapide. Vous voyez, dans certaines situations, il y a certaines femmes qui accouchent aujourd'hui et demain, elles sont déjà à reprendre les tâches ménagères. Mais il y a d'autres qui mettent du temps à se reprendre. Vu la fragilité de la femme sur le plan mental et sanitaire, entre autres, l'augmentation de la durée du congé de maternité pourrait aller jusqu'à 1 an. Je pense que si l'État peut en quelque sorte rallonger la période du congé de maternité, ce serait encore mieux parce que les femmes à l'honneur, on le dit tout le temps, et puis elles sont fatiguées, elles alternent entre la vie de famille, la vie de couple, la vie sociale, l'enfant, le travail, c'est vraiment trop dur. Et puis force aux femmes, quoi. Donc augmenter les périodes de congé de maternité, ce sera bien pour tout le monde. Le congé de maternité est très important pour les femmes avant et après l'accouchement, ce qui leur permettait de se reprendre physiquement et psychologiquement avant de reprendre le travail dans les entreprises. Merci Barthélémy Colli. On va faire un retour ici à la Time for Africa, faire un zoom sur la directrice générale Koumba Tchoubou. Ami, on a fait son parcours, son portrait, et quel genre de femme. Elle a quitté la France pour venir ici au Sénégal avant de s'installer. Il y avait une difficulté avant de s'installer, surtout la langue Wolof, qui est un facteur bloquant toujours avec elle. Mais n'empêche, c'est une brave dame. Suivons cet élément. Elle est née en France où elle a grandi. Koumba Tchoubou est une des braves dames à dévoiler en cette journée qui célèbre la femme. Elle débuta dans l'audiovisuel il y a 15 ans à Paris. Koumba a fait une école en France et des stages dans des chaînes françaises. Après avoir acquis beaucoup de compétences et d'expertise dans le monde médiatique, elle décida de quitter sa ville natale pour vivre au Sénégal, pays d'origine de ses parents, même si son implantation a été très difficile. Très difficile. Honnêtement, c'était très difficile. Ça l'est toujours, il y a pas mal de complications lorsqu'on veut évoluer, lorsqu'on veut créer quelque chose et qu'on ne parle pas déjà la langue locale, le premier handicap. Mais j'ai su en jouer et j'ai su utiliser en fait cet handicap pour le mettre justement en ma faveur. Aujourd'hui, alhamdoulilah, je m'en plains pas, donc j'arrive à avoir une entreprise et à gérer quand même 23 personnes. Et on fait de très très belles émissions, donc Good Morning Sénégal, la vie politique, économique et sociale, Courrier du cœur, thème social, et le JT, maintenant il y a la version française également, puisqu'on me réclame le JT français, donc je ne me plains pas, mais c'est clair que l'implantation était très compliquée, semée d'embûches pour moi. Avec comme ambition de défendre l'image de l'Afrique, elle prend comme arme un organe de presse dénommé Time for Africa. Il y a plusieurs années, je m'en souviens, j'étais dans la boutique de l'île de Gorée, et on discutait, on parlait avec un investisseur anglais. Et il avait fait un discours, donc il était amoureux de moi professionnellement. Et donc il parlait, il chantait mes louanges. Et à un moment donné, donc, il a donné le mot, en fait, c'est le moment de l'Afrique. Et donc il disait que je voulais justement que mes travaux
ma marque l'île de Gorée, les travaux Time for Africa, c'était vraiment une optique et une vision très positive du continent. C'est arrivé de là, donc c'est arrivé lors d'un discours. Time for Africa, une conception pour revaloriser l'Afrique, voire donner de bonnes images au continent mère. Néanmoins, elle a bravé mont et ciel pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Est-ce que c'est facile d'être une femme? Donc je ne sais même pas si on peut dire si c'est dur ou facile, puisque nous sommes nés comme ça. C'est Dieu qui a pris la décision de me donner le fait d'être une femme. Maintenant, nous avons des avantages et inconvénients. L'avantage, c'est que peut-être que ça passe un peu plus facile à certains rendez-vous, mais après, il y aurait un blocage pour les femmes sérieuses. Et là, pour le coup, c'est extrêmement compliqué. Lorsqu'on veut des marchés, lorsqu'on veut certains marchés, c'est des chantages, malheureusement. Donc là, c'est la réalité aussi en tant que femme qu'on subit au Sénégal. La situation de la femme africaine ne la laisse pas indifférente. La directrice de la Time for Africa reconnaît la valeur de la femme africaine. Toutefois, elle souligne qu'il y a des choses à revoir pour l'émancipation. C'est vrai que, bon, je vais parler, on va dire, c'est un peu mitigé. On a des femmes protégées, on a des femmes vraiment où les droits sont bafoués. Donc les femmes protégées, je dirais entre guillemets, c'est vraiment, j'ai l'impression, les personnes âgées, donc nos grands-mères. Où là, on va dire, tout va bien pour elles parce qu'elles sont quand même chouchoutées. Si on respecte vraiment l'aîné, ces aînés au Sénégal. Bon, voilà, on parle de l'Afrique en général, je suppose. Hein. Donc l'Africain, à la base, respecte ses aînés, respecte vraiment le côté maman, le côté grand-mère. Maintenant, pour la jeunesse, je pense que c'est totalement différent. Donc c'est qu'il y a quand même de la maltraitance. Les femmes sont vraiment utilisées, les femmes sont considérées comme des objets. Et elles n'ont pas forcément leur mot à dire. Et quand elles ont leur mot à dire, on les case dans des cases de féminisme. Or, ce n'est pas ça. C'est juste qu'elles vivent. C'est Dieu qui nous a donné le droit. Avant l'être humain, c'est Dieu. Donc, c'est un peu ça. Des femmes violées, traumatisées, violentées, voire même agressées au Sénégal, des actes qu'elle condamne fermement. La fondatrice de la marque L'île de Gorée pense que la justice sénégalaise doit faire son travail pour aider les femmes. Je ne sais pas si on va trouver une solution pour arranger ça. Donc c'est vrai qu'il y a quand même les lois, il y a une justice, hein, heureusement d'ailleurs. Il y a une justice qui est là, il y a une justice qui est faite. Mais la solution serait déjà, à la base, c'est l'éducation en réalité. C'est de réapprendre aux hommes à respecter la femme déjà. Tout commence dans le foyer en réalité. Après aujourd'hui, je ne sais pas si c'est peine perdue ou non. On ne peut pas rééduquer quelqu'un, on ne peut pas éduquer quelqu'un qui a 40 ans, 50 ans. C'est quand même un peu difficile. Mais néanmoins, ce qui serait bien et judicieux, c'est d'avoir des publicités donc, de prévention, de protection pour la femme, ce qu'on ne voit pas forcément ici au Sénégal. Donc il faut constamment avoir du marketing, de la communication pour justement protéger la femme. Arrivée au Sénégal il y a 4 ans, Koumba Thioubou ne s'est pas posé de questions pour exister. Femme d'affaires, entrepreneuse, la native de la France et la directrice générale de la publication du magazine Time for Africa, une magazine tirée en 50 000 exemplaires et distribuée au Sénégal. Aujourd'hui, son organe de presse accueille plus de 23 personnes au quotidien. Concernant toujours la femme en cette journée donc du 8 mars, un constat a été fait. Il y avait donc beaucoup de divorces. On a même enregistré plus de 1500 divorces au Sénégal, un taux très élevé. Mais quelles sont donc les raisons de ces divorces? Ceci, nous allons donc la connaître dans le reportage Souleymane Sohna. À l'instar au Sénégal, particulièrement à Dakar, les cas de divorce ne cessent de se multiplier de jour en jour. Celui-ci engendre beaucoup de causes qui sont très diverses, telles que l'infidélité, les violences conjugales, l'incompatibilité d'humeur et défaut d'entretien entre les couples. L'un des plus grands mots actuellement au Sénégal, ça fait partie des violences faites aux femmes. On parle de viol, on parle de violence psychologique, on parle d'harcèlement, on parle même de brutalisation et parfois même... il y a un désir, ça finit par des drames, puisqu'en vérité, il y a des femmes qu'on assassine, il y a des crimes où on interpelle aussi tout justement des coupables qui ont tué des femmes. Tout récemment, on a parlé d'une femme qu'on a égorgée au niveau simplement de la corniche. Et tout ceci reste en quelque sorte une situation qui peut nous causer autant de drames. Ce qui provoque le plus souvent cette multiplication de ces cas de divorce, ce n'est rien d'autre que le manque d'éducation envers les femmes et la recherche des intérêts sur ces mariages.
Le problème, c'est l'éducation de base qui manque. Elles doivent savoir ce qui est mariage et l'homme aussi doit savoir ce qu'on l'a donné pour sauver leur couple. L'État et les bonnes volontés, surtout les hommes mariés, doivent donner beaucoup de considération à ces femmes et surtout insister sur leur employabilité. Il faut qu'une lutte continue contre l'injustice et le sentiment d'injustice que subissent les femmes, tant au niveau des foyers, au niveau des entreprises, au niveau de l'informel et tant d'autres cadres qui servent comme tout simplement cadre de travail aux femmes. Ce 8 mars, la journée mondiale de la femme. À ce jour, beaucoup de cas de divorce ont été notés au Sénégal, causés par le manque d'infidélité aux hommes et surtout les mariages par intérêt, l'incompatibilité d'humeur, mais aussi les défauts d'entretenir entre les couples. On va parler maintenant des employés de l'Escaf Télécom qui se sont montés au créneau pendant la semaine pour déplorer donc leur situation. Ils ont donc dénoncé une tentative de liquidation du groupe par le groupe Canal International. Ils ont même indexé le président de la République. Selon eux, il est donc le véritable responsable de tout ce qui se passe dans cette entreprise. Suivons donc les détails avec Barthélémy Colli. Les travailleurs du groupe Escaf Télécom sont sortis de leur mutisme pour dire non à une tentative de liquidation de leur groupe par le groupe Canal International. Ils pointent du doigt l'État qu'ils accusent. Ils pointent l'État du Sénégal qu'ils accusent en partie d'être responsable de cette situation. Ils sont plus 500 employés présents partout dans les 14 régions du Sénégal. Ils se sont mobilisés pour dire non à une tentative mafieuse de liquidation du groupe Escaf Télécom par le groupe Canal International, une entreprise française qui n'a cessé de leur causer d'énormes difficultés depuis qu'ils ont gagné le marché de TNT. Le porte-parole des travailleurs du groupe Escaf Télécom a condamné la sortie d'un ministre de la République du Sénégal qui a soutenu que tous les Sénégalais ont besoin de canal. Selon lui, ce néocolonialisme doit s'arrêter. Accusant l'État d'être en partie responsable de cette situation, il l'invite à prendre ses responsabilités et de soutenir cette entreprise nationale Escaf Télécom qui est une empire. Autre mouvement d'humeur pendant la semaine, les employés de l'UCG ici donc à Sacré-Cœur, ils sont montés au chrono pour se faire entendre. Selon eux, les contrats de leur salaire n'ont pas été respectés, entre autres dénonciations, le manque de considération. Les détails avec Souleymane Sorna qui était sur l'île. Plus de 50 personnes de l'unité de gestion et de collecte des déchets solides UCG ont exprimé leur colère ce vendredi devant le siège de l'UCG de Dakar. Ces techniciens de surface qui assurent la propriété de la ville de Dakar réclament le non-respect de leur salaire de 105 000 signés par les autorités. Voici les problèmes, les différents points ciblés. Le non-respect du contrat, surtout le non-respect du contrat. On avait signé un contrat 105 000 francs CFA. Les 5 000 francs virés directement au niveau des impôts et domaines. Alors que les 100 000 francs net, c'est mensuel. C'est nos salaires mensuels. C'est nos salaires mensuels. Alors, chaque fin du mois, nous avons noté des manquements au niveau de nos salaires. Ces éboueurs de l'UCG ont resté des mois et des mois sans recevoir leur salaire acté à 105 000 francs. Ces derniers reçoivent des 50 000 voire même 23 000 par mois et ils travaillent tous les jours sans repos. Le non-respect des contrats. Bon gars, respectez vous. Nous réclamons le non-respect de nos contrats. Nos autorités devaient nous payer chaque fin du mois 105 000 francs, mais le pire en est qu'on nous paye le mois 70 000. Il y a des personnes qui payent 70 000, 50 000, voire même 23 000, ce qui est anormal. Et si nous revendiquons, on nous dit du n'importe quoi. Nous travaillons tous les jours sans repos. Même les dimanches, nous travaillons, ce qui est anormal. Vraiment, nous sommes fatigués. Nous avons un mois ferme, nous avons fait 100 000 francs, nous faisons 75 000 francs. Attends, 75 000 francs, 70 000 francs, 65 000 francs, 35 000 francs. Ça dépend de ce que nous recevoir. Ainsi, il lance un appel aux autorités, particulièrement les DG, de leur donner plus de considération. Nous lançons un appel, le coordinateur général Massiam, de revenir sur la situation, de réagir vite.
Malgré les difficultés rencontrées au niveau de leur travail, très risquant, ces techniciens méritent beaucoup de considération, surtout le paiement de leur salaire. Après donc ceci, on va parler de la fraîcheur avec ses conséquences ici à Dakar. La conséquence remarquée, c'est que beaucoup de personnes ne boivent plus. Pourquoi elles ne boivent plus? Et donc il y a aussi des inconvénients à enregistrer selon donc certaines personnes rencontrées dans ce reportage signé Elisabethine. En cette période où nous sommes en vent de fraîcheur, souffle très fort à Dakar. C'est pas très facile de boire beaucoup d'eau pendant la fraîcheur, mais on ne doit pas oublier que l'eau est vitale pour notre santé. L'eau est vitale, c'est la source de la vie. C'est important pour que les gens sachent il faut à toute activité, après tout besoin, il faut prendre une gorgée ou bien une petite bouteille qui ne coûte même pas 100 francs au juste pour te rafraîchir. Boire dès le réveil matinal de l'eau doit être une habitude pour chaque personne. Pas aisé de le faire en ces moments de fraîcheur, mais il faut s'efforcer de boire. Les médecins même recommandent l'eau car ça peut nous éviter plusieurs maladies. L'organisme humain a besoin d'eau, quel que soit le climat. L'eau facilite la circulation du sang. En cette période de froid, bon nombre de personnes oublient l'importance de boire assez d'eau. Merci Elisabethine. Un constat à notre corps, moi-même qui vous parle, je bois rarement pendant la journée, donc c'est à cause de la fraîcheur ici à Dakar. Mais n'empêche, il y a des conséquences, des gravités, nous dit quelqu'un qui est un docteur. Oui, les conséquences et les gravités ont été données par le docteur Cheikh Tidiane Diallo de Souma, assistance joint au téléphone par Souleymane Sorna. L'eau, c'est une matière fondamentale pour donc chaque personne en fait. Et dans la journée, la personne boit au moins 1 litre, voire 1 litre 50. Sinon, les risques ou les conséquences, c'est de faire ce qu'on appelle une déshydratation. C'est-à-dire les cellules et d'eau, et donc il y a un risque d'hémolyse. Bon, c'est-à-dire que les cellules humaines vont mourir en fait. On appelle hémolyse. Et donc dans l'organisme, il y a ce qu'on appelle le phénomène d'osmose, c'est-à-dire l'eau qui toujours le milieu le moins concentré vers le plus concentré. Et justement, si on ne boit pas d'eau, on appelle qu'on manque d'eau. Et ce manque d'eau-là se manifeste au niveau des cellules parce qu'on appelle hémolyse. Conséquence de la fraîcheur, les asthmatiques vivent très difficilement. Cette maladie touche au bon nombre de Sénégalais, surtout les élèves. Cela peut être un facteur d'handicap dans leurs activités. C'est le reportage de Elisabethine. Il n'est pas facile de vivre avec l'asthme. Le constat reste le même. On manque de soins et noté chez les personnes asthmatiques. Elles ont souvent quelques calmants, parce mais que pas souvent, autre chose. Je sais qu'il y a une fille que je connais qui a de l'asthme. Et donc, quand elle a des crises d'asthme, elle peut aller à l'hôpital, mais souvent, c'est juste des médicaments, je ne sais pas, qui vont prendre beaucoup plus de temps pour la soulager, quoi. L'asthme provoque l'insomnie, une fatigue générale et un problème de respiration. Quand je fais une crise d'asthme, ma mère elle va à l'hôpital, elle m'achète des médicaments. Moi, je souffle comme si je respire, je fais comme un grippe si je souffle. Comme si je crie ou quelque chose là. Des fois, j'arrive à dormir, des fois, j'arrive pas. Ce n'est pas chose aisée de faire de la gymnastique quand on est asthmatique. Oui, comme quand je fais le PS, je respire mal. Je ne sais pas c'est quel genre de maladie, mais quand ma mère me dit je ronfle grave, je ronfle quand je dors. Et voilà. Et des fois même, j'arrive même pas à balayer en classe. Voilà. Mais j'ai pas de problème en EPS, mais voilà. Une crise d'asthme peut toutefois engager la vie du patient. Les personnes à dégager les bronches et pour qu'elles puissent respirer plus facilement. Merci Elisabeth Tine. Le fainéantisme ou manque d'opportunité de trouver un job noté aujourd'hui chez la plupart des jeunes au Sénégal a été décrié par un bon nombre de Sénégalais. Pour cela, il faut se débrouiller pour se nourrir, voire même nourrir sa famille. C'est le sujet de reportage de Kassoum Lessiva. En difficulté de trouver un emploi en rapport avec leur formation, une partie de la jeunesse sénégalaise préfère attendre chez eux un poste qui leur convient. Un état d'esprit jugé irresponsable par ce vigile qui déplore cette attitude qui a pour conséquence l'irrespect à leur égard. nga nekk nit ànd ak sa xel yor sa cër dara manqué wu la
nga war a lu bëri tegu sa kaw te nga war a xalaat surtout bu nekkee góor da nga war a takk jabar da nga war a yor soxna da nga war a yor ay njaboot même bu dul loolu sax yaay mi doon sonn ci yow et tout da nga leen war a jàppale bu fekkee dara manqué wu la nga war a liggéey nga nekk si kër nekk ponkalum góor liggéeyoo loolu ñàkk jom kese la. Ce commerçant appelle les jeunes à la débrouillardise. Même avec un diplôme en poste, juge-t-il, quitter la maison à l'aube et chercher un petit boulot doit être une obligation pour tout jeune. xale boo jàngee ba pare su fekkee am nga sa diplôme soo paree waroo toog ci kër gi di xaar liggéey am na fi bare da ngay jàpp ci dara ba leneen ñëw waaye am diplôme rek diplôme kese mënul dundal nit ki kon nag boo amee diplôme pare da ngay gannaaw amul liggéey raw parce que am diplôme rek taxul nga am liggéey bu boobaa nag soo amee diplôme pare bul toog di xaar da ngay nekk ci liggéey yeneen parce que yeneen liggéey bare na fi su la nekkee nga def ambulant su la nekkee nga def maçon su la nekkee nga def siras su la nekkee nga def lu ne nga nekk ci di xëy chaque jour xëy wàcca ba yàlla ñëw. Rester à la maison, impatienté pour un hypothétique emploi et être l'homme à tout faire semble être le quotidien d'une partie des jeunes qui choisissent un emploi sur mesure pour leur avenir. Une situation que déplorent certains qui les appellent à sortir de leur zone de confort tout en étant actifs et accepter de travailler dans la dignité. Les femmes jouent un rôle prépondérant dans le monde médiatique au Sénégal. Toutefois, elles y rencontrent des difficultés. Ainsi, pour se faire entendre, un atelier a été tenu à Dakar. Écoutons Mbéri Diouf. On nous a invités en tant qu'experts dans le domaine du journalisme à parler dans notre domaine d'expertise, à aussi parler de la place des femmes dans les médias. Donc j'ai dû faire une intervention avec Madame Eugénie Aou et Nina Penda et moi-même, donc la troisième de la génération des journalistes. Et nous devions nous présenter notre domaine d'expertise, parler de la place des femmes dans les médias et surtout galvaniser la jeune génération. Donc, comment vous voyez, vous, en tant que femme, la place des femmes? Y a-t-il des manquements? Est-ce qu'aussi il y a des difficultés? Oui. Des manquements, des difficultés, il y en a toujours, mais ce qui est important, c'est de réussir à passer outre, de réussir à dépasser certaines choses. Et aujourd'hui, au vu des générations qui sont passées, on y arrive. Donc aujourd'hui, on est dans un autre cadre, on est dans une nouvelle ère où le journaliste ou la journaliste peut avoir plusieurs casquettes en même temps, et pourtant cela n'empêcherait pas, cela l'empêche plutôt pas de travailler et de montrer sa rigueur et son expérience. Après le violent incendie qui a ravagé la salle de vente à Dakar, les sinistrés ont reçu la somme de 75 millions de la part de l'État et 25 autres millions de francs CFA par Aliou Ndoye, le maire de Dakar Plateau. Au même moment, un grave incendie a été noté dans le village de Kabatoki, dans la commune de Kaolack. Beaucoup de maisons ont été réduites ensemble. Les jeunes se sont mobilisés pour faire des collectes afin d'aider les sinistrés. Merci Elisabeth Etine Momat. Il paraît qu'il y a trop de divorces notés ces temps-ci au Sénégal. Plus de 1500 ont été donnés par l'organisation qui gère les divorces au Sénégal et entre autres sujets. Oui, entre autres sujets avec quoi. C'est vrai, hein, il y a beaucoup de divorces. Hein. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qui vous amène à quitter le domicile. Donc, voilà, conjugal. Mais il faut revoir aussi la manière dont on se marie au Sénégal parce que il y a beaucoup d'imitations. Ce qu'on voit à la télé, c'est ce qu'on veut pratiquer. Ce qu'on voit dans les séries, c'est ce que pensent les jeunes filles d'aujourd'hui et les hommes. Oui, la belle vie et les hommes d'aujourd'hui aussi. Alors que nous avons nos réalités. Hein. Nous avons nos réalités. Chaque pays a sa réalité. Voilà. Si aujourd'hui tu te maries avec quelqu'un ou bien quelqu'une que vous ne connaissez pas assez, il n'y a pas cette communication-là tellement. Un bon jour, donc vous allez vous séparer. Ça c'est clair. Donc pour dire que il ne faut pas considérer le mariage comme un boubou, voilà, toujours changeable, non. Donc j'ai lu un jour un journaliste qui a dit qu'au Sénégal on ne divorce pas, on change de mari, on change de mari ou bien on change d'homme. Tu vois ça, je pense que c'est anormal. Donc il faut bien voir, il faut bien analyser. C'est difficile même de trouver l'homme ou bien
donc la femme qu'on veut carrément, mais il faut connaître donc la sacralité du mariage, donc avant donc de s'y mettre. Là aussi, demande aussi la bénédiction aussi des parents, ça joue. Voilà, le plus souvent les divorces, ça provient donc de la famille, c'est-à-dire de la belle famille. Donc il faut tout analyser avant de se marier. Effectivement, le mariage est trop sacré et vraiment, donc c'est pas la femme seulement, parce que je vois ici au Sénégal, quand il y a le divorce, les gens parlent directement à la femme et je pense que le couple c'est entre l'homme et la femme. Donc quand on parle de divorce, il faut qu'il y ait donc des explications du côté de l'homme et même aussi de la femme. Mais aussi ce que tu as souligné tout à l'heure, donc la belle vie, le luxe qu'on est en train de voir à travers les séries, cela pousse à beaucoup de jeunes filles se marier et penser que tout ce qu'on voit à travers la télé, c'est ce qu'on doit trouver dans la maison. Voilà, donc il faut aussi penser à des choses qui ne sont pas encore arrivées, mais aussi il faut qu'il y ait comme la bénédiction entre des parents. Mais il faut analyser aussi la vie de la société dans les maisons aussi avec les belles-sœurs, les mamans et tout. C'est compliqué d'expliquer tout ce qui tourne autour du divorce. Mais en tout cas, les femmes doivent prendre leurs décisions. Donc les hommes aussi pour vraiment donner... l'importance du mariage, parce que ce n'est pas quelque chose, comme tu l'as dit, un boubou qu'on porte et on enlève. Donc c'est pas parce qu'on est une femme, on doit faire tout ce qu'on veut, avoir des maris et tout. Donc, mais les hommes aussi. Donc il y a des limites, vous avez des limites. Oui, on a des limites aussi, on a des limites. D'accord, voilà. Pourquoi aujourd'hui vous demandez cette parité-là, ou bien cette liberté que vous voulez? On l'a vu, on l'a senti aussi au moment du 8 mars. Vous demandez beaucoup de choses, droit, liberté, alors que ici, moi, je pense que la société a ses règles. Donc, même l'émancipation de la femme est normale, mais dans quelle émancipation dit-on, selon vous? L'émancipation de la femme, quand on parle, donc on parle dans le cadre professionnel, parce qu'on veut là où il y a l'homme, donc il faudrait une femme. C'est pour sensibiliser et mobiliser les femmes à être indépendantes. C'est pour pousser à la femme de travailler, de ne pas rester croiser les bras. Je pense que la parité, c'est dans ce sens. Concernant l'augmentation... L'augmentation de la durée des congés de maternité. Donc c'est à l'occasion de la journée mondiale, les femmes sénégalaises se sont calées sur ce. Donc c'est évident parce que la maman et l'enfant, donc après l'accouchement, donc 1 mois, ça ne suffit pas donc pour gérer son enfant, donc aller au travail, surtout même avant la grossesse, avant d'accoucher. Donc c'est important aussi de donner à la femme une durée qui va lui permettre donc de gérer bien son enfant, de prendre soin de lui, parce qu'après l'accouchement, on perd beaucoup de force, donc c'est important. Donc c'est une chose, donc il y a beaucoup de femmes qui réclament liberté, mais la liberté, c'est pas on te donne la liberté, fais tout ce que tu veux, mais liberté pour travailler, liberté pour être indépendant. Parlant de la durée de maternité, ici au Sénégal, c'est combien de mois? Maximum, je ne sais pas exactement, mais 1 mois, je ne sais pas, 2 mois. Mais lors de la célébration de la journée, elles ont demandé plus d'1 an. 1 an, tu restes à la maison. Mais on est dans un pays pauvre, donc on ne peut pas demander un an, mais dans les pays à l'étranger, c'est 1 an pour la durée légale du congé de maternité. Donc si je comprends bien, les 1 an là, c'est au moment de la grossesse, l'accouchement et l'allaitement. Après, je pense qu'après juste les 7, quand vous êtes entre le 7 et 8e mois, là les déplacements ça pose problème, donc l'enfant commence à être mûr, donc il faudrait qu'il y ait les 3 mois avant l'accouchement et presque quelques mois, presque 3 mois et les 7 mois pour l'allaitement et l'occupation de l'enfant. Donc ça c'est trop. Hein? Mais, bon. mais les hommes aussi doivent avoir des congés. C'est de congés. Voilà, on a aussi parlé de la fraîcheur ici à Dakar avec ses conséquences. Les hommes ne boivent pas. Les conséquences, vous l'avez entendu, docteur Cheikh Tidiane Diallo l'a bien précisé. Il y a aussi la déshydratation. Même la fraîcheur est là, mais aussi quand on ne boit pas, il y a la déshydratation. Mais aussi, il faut que l'on sache que l'eau contient de l'oxygène qui va faciliter la digestion. Même si on n'a pas soif, ce qu'on mange, il faut aussi la digestion et l'eau est primordiale.
Donc l'eau est primordiale. Donc il faut boire, même si l'organisme ne vous commande pas de boire, mais il faut boire, chers amis. Hein. Oui, voilà, amis, donc qu'est-ce que vous avez à ajouter sur ça? Donc c'est important de boire parce que même malgré la période de la fraîcheur, l'eau est importante. Donc ça nous permet de ne pas être déshydraté, l'anémie et tout. Donc il faut encore boire beaucoup de l'eau, c'est important. Et vous aussi, je vous le conseille parce que moi, je fais toute une journée... pour toute la journée, je pense que je bois après le petit-déj et tout. Donc, moi aussi, je ne bois pas trop. Mais après les conseils que le docteur a donnés, là, je suis prête à boire toute la journée. Tu es prête à boire. Donc, on va marquer une petite pause pour parler toujours de la santé. Donc, ce qu'on appelle, tu connais ce qu'on appelle le bilan général de la santé? Oui, je connais, mais bizarrement. C'est quoi? C'est aller se consulter, même quand on n'est pas malade, voir donc l'état de votre santé, pour savoir comment s'occuper de son corps en fait. Voilà, comme promis, nous allons parler de ce qu'on appelle le bilan général de la santé. Donc, ce système qui consiste à aller se consulter à l'hôpital, même si on n'est pas malade. Donc, ce n'est pas une habitude sénégalaise, mais les Sénégalais rencontrés évoquent le manque de moyens financiers, mais aussi ce n'est pas une coutume. Suivons les détails dans ce reportage de Souleymane Sokhna. Le bilan général de la santé d'un individu est essentiel, mais tel n'est pas le cas au Sénégal. De ce fait, ils n'ont pas l'habitude de consulter les états de santé dans les hôpitaux. Selon certaines personnes, la cause principale est que le manque de moyens noté et risque d'avoir d'autres maladies qu'ils n'attendaient pas. Chacun est responsable de sa santé. Il y a des gens qui ont peur d'aller dans les hôpitaux pour se consulter à cause d'un manque de moyens et autres. Malgré la précarité de la vie actuelle au Sénégal, d'autres préfèrent d'aller chez les tradipraticiens pour consulter leurs états de santé. Et à cause de la précarité, les gens n'ont pas de quoi manger. Ils préfèrent vraiment aller, comment dirais-je encore, voir la médecine traditionnelle pour s'en sortir. C'est moi qui vous parle. Parfois j'ai des problèmes, je vais voir la médecine traditionnelle pour m'en sortir. La santé étant une source essentielle pour la vie d'une personne, elle nécessite d'être veillée à tout moment et surtout, l'État et les autorités sanitaires doivent faire des campagnes de sensibilisation envers les populations et diminuer la cherté des produits médicaux. Merci Souleymane Sokhna pour ce grand reportage. Nous allons parler également de ce qui s'est passé entre les syndicats de la santé et donc le gouvernement du Sénégal. Aucun protocole n'a été signé. La coalition, ou bien donc la coalition And Gueusseum s'est sortie de cette rencontre insatisfaite et décide de maintenir ses actions revendicatives. Et pour rappel, ce syndicat réclame l'octroi d'une indemnité de logement à l'ensemble des travailleurs, mais aussi la revalorisation du traitement salarial des conseillers en action sociale. Donc ce sont les amis de ce qu'on appelle de Mbalo Diacham, donc qui sont sortis insatisfaits. Ils maintiennent leurs revendications en accord. Toujours, nous allons parler donc de la santé avec la journée mondiale du rein. Effectivement, la journée mondiale du rein est célébrée dans la semaine. Au Sénégal, les séances d'hémodialyse sont jugées très chères par les malades. Donc, ils demandent à l'État du Sénégal de faire la réduction ou bien rendre gratuites les séances. C'est le reportage d'Elisabethine. Au Sénégal, les soins médicaux coûtent très cher. Les personnes qui souffrent de l'insuffisance rénale deviennent de plus en plus nombreuses. L'État doit donc les aider en rendant gratuite la dialyse, selon ce monsieur. Tous les soins médicaux sont extrêmement chers. Et nous souhaitons tous spécifiquement la dialyse ou tout autre soin soit gratuit. Surtout ce cas qui est un peu spécial parce que c'est quand même qui demande des frais très coûteux. Et nous souhaiterais que l'État, en tout cas, puisse soulager les malades en faisant cet acte-là très gratuit. Le Sénégal n'est pas un pays développé. Même certaines populations peinent à satisfaire leurs besoins primaires. Diminuer le coût de la dialyse n'est pas une option, mais une obligation. On est un pays pauvre. La quasi-totalité de la population sénégalaise ne réunit pas les moyens pour satisfaire les besoins quotidiens, notamment l'alimentation et tout. Donc, il est très normal que l'État fasse un effort par rapport à ça. Comme on le dit tout le temps, comme surtout la santé n'a pas de prix.
Dans le domaine de la santé, l'État du Sénégal n'est pas généreux. Le côté santé n'est pas à négliger. La dialyse doit être gratuite pour aider les personnes qui souffrent de l'insuffisance rénale. L'avis de ce Sénégalais. On a senti qu'il y a un manquement de volonté de la part de l'État du Sénégal à ce qui concerne la santé. Parce que depuis des années et des années, la population, surtout en particulier les Sénégalais, souffrent. L'État prend en charge ces maladies et aussi investir dans la santé pour essayer d'apporter l'aide envers la population. La journée mondiale du rein a suscité aujourd'hui la prononciation de certains Sénégalais sur le coût de la dialyse. La gratuité de la dialyse est réclamée par la population. Merci Elisabeth, c'est un reportage très important qui nous a permis de savoir à quoi servent les séances d'hémodialyse. Certains Sénégalais l'ont jugé très cher, donc il est temps que l'État du Sénégal fasse quelque chose pour ces gens qui ont l'hémodialyse, Mohamed. Qui ont donc de l'hémodialyse ou bien qui ont besoin de la gratuité de la dialyse. Mais je souligne que il y a donc la CMU a lancé une information, je l'ai vu. Il y a aussi certains qui peuvent bénéficier de cette gratuité-là. Si tu as donc cette dialyse-là qui est donc chronique, ces problèmes de rein-là, si tu as un problème de rein chronique, donc tu peux bénéficier en inscrivant sur une plateforme, je l'ai lu, une plateforme, donc vous allez consulter la plateforme ou bien donc voilà, la CMU, vous allez trouver là-bas, il y a une plateforme qui est là-bas. Si on rencontre un problème de dialyse très chronique, donc on peut bénéficier de cette gratuité-là. Je pense que c'est très cher. On voit des séances à 15 000 et voilà. Donc c'est très difficile. C'est très difficile si on est malade et on veut se soigner. Moi, je pense que c'est une urgence au Sénégal, Si on est malade et on n'a pas les moyens, l'État doit être là pour soulager. Moi, je pense qu'il faut même déplacer une équipe pour faire donc des recherches dans le pays, voir qui sont malades et qui n'ont pas d'argent. Il y a beaucoup de Sénégalais qui sont malades aujourd'hui, ils sont à la maison et ils n'ont pas les moyens pour aller à l'hôpital. Donc ça, c'est très grave. C'est très grave, mais aussi il faut qu'il y ait une bonne communication et la sensibilisation. Parce que si la CMU a donné cette information, il faudrait plus de sensibilisation. Parce qu'il y a des gens qui sont malades, qui n'ont pas les moyens pour se connecter et aller voir les trucs sur le net. Donc il faut lancer des campagnes de sensibilisation. Voilà, des spots au niveau de la télé. Voilà, donc cela va permettre aux gens d'être bien informés et savoir quels sont les critères à remplir pour pouvoir accéder aux soins gratuits. Donc c'est important. Nous sommes au Sénégal, il y a cette maladie qui touche beaucoup de personnes souffrent de cette maladie, mais la plupart des gens sont les gens qui n'ont pas des moyens pour se soigner. Donc c'est important que l'État du Sénégal fasse la gratuité des séances d'hémodialyse. Donc au moment, on souligne ça et je pense que puisque la CMU l'a dit, on va essayer de faire des sensibilisations pour informer aux gens qui ont l'hémodialyse. Qui ont l'hémodialyse, merci. Encore l'hémodialyse, donc l'insuffisance rénale, une maladie vraiment qui est là, qui peut même donc tuer. Voilà. Toutefois aussi, vous avez parlé de sensibilisation. Moi, je pense qu'il est temps aussi qu'on fasse des sensibilisations sur les causes. Donc il y a des causes réelles ici au Sénégal. Nous consommons de l'alimentation telle que sucrée, vraiment huilée et tout ça. Mais aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, on ne boit pas. Donc si on ne boit pas, les reins aussi, il y a une forte concentration au niveau des néphrons. Je suis un médecin. Et cette forte concentration-là va rendre donc impossible, c'est-à-dire le travail des reins. Et si ça persiste, donc le rein va dire que voilà, comme je suis gêné, je ne peux pas travailler. Donc bonjour, l'insuffisance. Donc pour éviter cette maladie, il faut éviter le sucre, il faut éviter il faut boire beaucoup d'eau. Faire du sport et tout. Donc je pense qu'il faut éviter le sucre, le sel, faire beaucoup de sport. Pour cela, on peut se méfier de cette maladie, Mohamed. Merci beaucoup, Aminata Kor. Tout semble être bien pour nous. Nous allons ouvrir la dernière fenêtre passeport. En sport, nous allons parler de ce match tant attendu entre le Sénégal et l'Égypte qui aura lieu le 25 mars
au Caire, mais également le match retour à Dakar le 29 mars au stade Maître Abdoulaye Wade qui va accueillir pour la première fois un match international. Mais avant cette rencontre, il y aura donc le choc entre l'AS Pikine et Guédiawaye FC. Le match, donc, les Sénégalais peuvent aller, les tickets sont gratuits. Mais concernant les tickets de cette grande rencontre entre le Sénégal et l'Égypte, le coût est très élevé, c'est-à-dire les tickets, ça va donc de 300 000 à 3 000, des prix jugés très exorbitants selon certains Sénégalais que je vous propose d'écouter dans ce reportage d'Elisabeth. À mon avis, les billets ne sont pas chers parce que c'est un nouveau stade et le coût du stade est élevé. Du coup, ils ont pris en compte cela. Peut-être après ce match, on peut diminuer les billets. Pour le moment, prions pour la victoire. C'est normal. C'est normal que les billets soient chers parce que nous avons remporté la Coupe d'Afrique des Nations passée et c'est la première fois. Alors, le prix des billets vaut la peine. On va parler aussi de la Ligue 1 et la Ligue 2 sénégalaise. La 13e journée débute ce samedi avec la rencontre Mbour Petite Côte qui va défier Génération Foot. Teungueth FC qui affrontera AS Pikine à partir de 16h30. Dakar Sacré-Cœur accueillera l'AS La Linguère de Saint-Louis. Et pour dimanche, US Gorée affrontera Djambar de Sali, mais également Seneps de Thiès qui joue contre Djaraf, Djambour qui joue contre AS Douane, Guédiawaye FC, Casa Sport sur le choc tant attendu donc, dans cette journée de la 13e journée de la Ligue 1 du Sénégal. Mais également, on va parler aussi de la Ligue 2 qui va jouer également sa 13e journée. Toujours dans cette compétition, il y a Sonacos qui va jouer contre Amitié FC, US Wakam jouera contre Kermadior, Stade Mbour, le leader va jouer contre Dakar University Club, Niary Tally accueille ASC Walidan, US Port Autonome de Dakar joue contre Oslo Football Academy, Demba Diop FC jouera contre Renaissance de Dakar, Thiès FC accueille Diamono de Fatick. Voilà, c'est la fin donc de ce grand journal de la semaine. On avait donc l'immense plaisir de vous le présenter. Aminata Kor, les derniers mots. On est content, donc on vous dit bon week-end à vous tous et on vous donne à la semaine prochaine. Rendez-vous semaine prochaine. En sérère, on dit Bonne semaine Nagara, Inch'Allah. Bonne semaine Nagara. Donc on vous donne rendez-vous pour donc, le samedi prochain sur la Time for Africa. Quand c'est important, quand c'est magnifique, c'est la Time for Africa. Coucou à Ousmane Niang.